Bonjour et bienvenue à tous donc pour cette 10e vidéo consacrée à l'analyse d'Akira, le manga de Katsuhiro Otomo. Donc avant toute chose, je tiens à m'excuser pour cette longue absence, plus de 8 mois. Ça a été dur, mais voilà, c'est reparti. Donc cette présente partie se concentrera donc sur le début du 5e tome de luxe du manga, c'est-à-dire en gros depuis la présentation des scientifiques internationaux jusqu'au sauvetage de Kei par Kaneda dans le QG de l'armée. Donc comme toujours dans la description, je mettrai les liens des vidéos antérieures, car c'est toujours préférable de les voir afin de mieux comprendre l'analyse dans son ensemble. Sinon, donc dans la dernière vidéo, qui correspondait donc à la fin du 4e tome, on s'était arrêté donc à la manifestation de Tetsuo. Voilà, ce dernier semblait s'extraire du courant invariant et était recueilli par Akira. Une double page titre pour introduire cet épisode 72, sorti dans Young Magazine le 19 mai 1986. Un porte-avions militaire accompagné d'une frégate. Indéniablement, ces navires de guerre sont ceux qu'observa Tetsuo lorsqu'il surgit des eaux tumultueuses et rayonnantes pour s'immiscer jusqu'aux cieux ombragés. Voilà déjà quelques chapitres. Cette illustration confirme donc la présence des forces armées internationales non loin des côtes de Neo-Tokyo. Depuis le début de la narration, nous avons pu prendre conscience à quel point Akira, le manga, était profondément japonais, voire même profondément tokyoïte. Une localité poussée à son paroxysme si l'on admet que tout se joue dans une connexion relationnelle entre une vingtaine de personnages. Mis à part la venue des secours et les révélations faites par Yamada à Ryu sur la situation globale, nous n'avons jamais été mis au courant de ce qui se passait sur Terre. Aucune information tangible sur les interactions entre la capitale nippone et le reste du monde. Rien de tout ça. Mais c'est compréhensible, ce n'est pas le sujet de cette histoire. Cependant, l'épisode 72, avec sa page titre, semble offrir une direction un tantinet plus internationale au récit. De plus, nous y remarquons une nouvelle police de caractère pour écrire le titre de l'œuvre et le nom de son auteur. Elle se maintiendra telle quelle jusqu'à la fin de la saga. Cette illustration sera mise en couleur par Otomo afin d'introduire le tome 5 Deluxe du manga qui sortira en décembre de l'année 1990. Et tout commence dans les airs, entre une masse nébuleuse compacte et une mer tourmentée, avec la venue d'un hélicoptère aux abords de ce même porte-avions. La fossile et le marteau, peints sur sa tôle usée, prouvent son origine soviétique. Il atterrit. Le professeur Dubrovski descend de l'appareil et est accueilli par Mike, un autre savant. Les deux hommes s'entretiennent. Leur conversation est assez hermétique, car il manque au lecteur un contexte historique évident. Cependant, la situation semble être tendue. Les circonstances actuelles mettent en désarroi l'armée qui fait appel à la science pour trouver réponse à ces incompréhensions. Dubrovski se sent même comme Galilée, preuve que le professeur doit être conscient de la valeur de ses énoncés et de l'implication qu'elle pourrait avoir dans un futur proche. Il retrouve ensuite l'amiral, patriarche américain sénile, posté maladroitement devant le drapeau de sa nation. Ils font allusion à l'effervescence qu'aurait pu causer l'abordage des Russes au nord du Japon, fait révéler par Yamada quelques épisodes auparavant. Ceci dit, tout semble apprécier l'effort coopératif amorcé par les deux grandes puissances. Il ne faut pas oublier que, en cette année 2020, nous sommes toujours en pleine guerre froide. S'il était impossible de comprendre les raisons du troisième conflit mondial juste après la manifestation d'Akira en décembre 1982, il nous est tout aussi difficile de deviner les tensions internationales provoquées par la toute récente destruction de Neo-Tokyo. Ceci dit, le mystère diplomatique qui règne sur ces présentes pages ne doit pas nous dévier de cette union solennelle qui nous est nouvellement présentée ici, celle de l'armée à la science. La première partie du manga nous avait divulgué, avec pédantisme, ce mariage insécable, cet amour inconditionnel, cette symbiose atemporelle, sûrement très tokyoïte, qui unissait le scientifique au militaire. L'une, irresponsable, orgueilleuse et avide de prix Nobel, l'autre, lucide, consciente et avide de contrôle. Dans ce présent cas, les qualificatifs changent. La première semble plus posée, modérée et diplomate, alors que la seconde ne démontre qu'une profonde ignorance, jouant d'une force de frappe qui ne demande qu'à être activée par l'appui d'un bouton. Nul doute qu'il sera très intéressant de voir comment Otomo va développer cette nouvelle union qui se présente maintenant sous un aspect plus international. Bref, Mike propose à Dubrovski d'aller au laboratoire afin de connaître le personnel scientifique déjà présent sur le navire. Ceci nous permet indirectement de prendre conscience, sur plusieurs cases, de la sophistication de ce dernier. En deçà d'une porte gardée par deux soldats, armés et attentifs, nous pénétrons dans une pièce vétuste,
agréablement détaillé, où 4 chercheurs analysent des documents. Un moine est accroupi sur le canapé adjacent. Au travers d'un panorama contrasté, tous pointent leur regard rongé par la fatigue sur l'entrée. Les présentations peuvent commencer. Nous faisons donc connaissance de Joris, seule femme du groupe, de Stanley Simons, George Hawke, du professeur Bernardi, et de Karma Tanguy, en provenance du Tibet. Tous semblent savoir à qui ils ont affaire, et à les entendre se complimenter, on serait en droit de penser que nous faisons face au gratin de l'investigation scientifique à l'échelle mondiale. Et trouver un bonze parmi l'assistance pourrait paraître quelque peu surprenant. Pas tant que ça, finalement, car même la science doit se rattacher à sa dose de mysticisme. Ceci dit, Karma Tanguy reste à l'écart, prosterné sur le sofa, pendant que nos 6 professeurs prennent place autour de la table afin d'analyser des documents. Mais avant ça, ils décident de nommer leur projet de recherche. Dubrovsky propose Juvénile A, avec un grand A, comme Akira. Tout le monde est d'accord, et la caméra s'éloigne du porte-avions pour subtilement s'avancer au rythme de son tangage jusqu'aux berges de Néo-Tokyo, effritées et colossales. Aux portes du temple de Miyako, un groupe de réfugiés grimpe les escaliers. À contre-courant, Kei se fraye un chemin et dénote sa stupeur en revoyant Kaneda. Ce dernier, parfaitement noyé dans cette masse d'éclopés, la contemple à son tour. Nos 2 lurons se rapprochent, l'un à l'autre, lentement, et la joie se traduit sur le visage, apaisé. Ils écartent les bras, prêts à s'offrir une belle embrassade, mais c'est Kai, plus vif et rapide, qui s'élancera sur le cou de son ami. S'imaginant soutenir le corps de la jeune femme, Kaneda exprime toute sa jubilation. Mais ne sentant aucune protubérance mammaire pressionner son thorax, il se laissera très vite porter par l'incompréhension. Cependant, il n'en restera pas moins surpris et heureux de retrouver son camarade toujours en vie. Il ne s'était pas revu depuis la guerre des gangs. Kai en pleure, Kei est ému. Kaneda, lui, est balancé entre ces 2 empathies. Soudain, une security ball s'extrait progressivement de l'amas poussiéreux. Juste en deçà, le colonel, soutenant Kyoko dans ses bras, titube avec difficulté. Il demande à être mené vers Miyako. Les rescapés le dévisagent avec surprise, impressionnés par l'approche de son ombre décousue et flamboyante. Le militaire, dans un cadrage mettant pleinement en valeur sa bravoure et sa ténacité, poursuit son avancée, lentement. Numéro 25, sûrement nimbée d'un profond coma, paraît morte, inerte. Le cortège de réfugiés s'ouvre alors sur son passage. Depuis les hauteurs de l'escalier, nos 3 héros observent la scène. Kei écarquille les yeux. Malgré son état déplorable, le colonel a parfaitement remarqué et identifié les jeunes qui le reconnaissent à leur tour. Kaneda, ne donnant nullement l'impression qu'il divagua plus d'1 mois dans une dimension méconnue, hurlera la pieuvre, avec une stupeur qui semble le positionner sur les quais de Néo-Tokyo, juste avant sa destruction par Akira. Kei, quant à elle, a immédiatement repéré Kyoko et s'interroge. C'était quand même Chiyoko qui était partie à sa rescousse voilà déjà quelques jours. L'homme s'avance, surpris de voir les adolescents toujours en vie, et affirmera que numéro 25 a perdu connaissance. C'est alors que Miyako entre en scène. La foule se prosterne aussitôt face à elle. Accompagnée de 2 moines, elle demande de récupérer la mutante et de lui léguer les soins nécessaires. Ces derniers s'exécutent. Le colonel leur tend la jeune fille, dévisage Miyako, comprend qu'il se trouve devant numéro 19, s'embourbe dans des songes profonds, donne l'impression de mettre en relation des variables diverses. Il doit penser à ce projet d'antan et s'écroule à terre, dans l'indifférence totale. Miyako demandera quand même, sûrement par pure pitié, à ce qu'on s'occupe de lui. Soutenu par un autre moine, le militaire est harcelé par Kei, qui souhaite avoir des nouvelles de Chiyoko, mais il ne pourra répondre. Kaneda observe, au premier plan, perturbé par le fait que, face au colonel, il n'attire décidément pas l'attention. Non, en fait il s'en fout, et monte les marches aux côtés de son ami de toujours, ne comprenant finalement rien à ce qu'il se passe. Et un nouveau travelling nous mène du monastère, enrobé de ses ruines, jusqu'aux eaux salées et calmes de la baie. Un cadrage large et aérien, par-delà les nuages, nous montre l'ensemble de la flotte militaire américaine. Cela fait beaucoup de navires. Et nous nous retrouvons à l'intérieur du porte-avions, dans ce mini-laboratoire où nos 6 scientifiques analysent les données des dernières manifestations qui ont secoué Néo-Tokyo. Ils s'attardent particulièrement sur les singularités de la 3e, qui présente un spectre énergétique fort différent de la seconde, tout en donnant naissance à des observations jamais vues antérieurement. Dislocation radioactive, fusion nucléaire, détection d'ondes gravitationnelles et désintégration de protons. Tout porte à croire, et Hawke est catégorique à ce sujet, qu'il se trouve en présence d'un Little Big Bang.
Et même si Mike reste sceptique en déclarant qu'il faudra attendre plusieurs mois avant d'avoir une analyse plus précise des données, Joris s'amuse en affirmant qu'ils viennent d'assister à la création d'un nouvel univers. Si la manifestation d'Akira fut clairement destructrice, nihiliste, celle de Tetsuo serait plutôt, d'après ses analyses scientifiques, constructrice, génératrice. Nous nous trouvons donc face à un jeu entre deux forces bien distinctes, opposées ou complémentaires, qui affichent néanmoins leur part de mystère. Nous constatons d'ailleurs que le moine tibétain ne participe pas au dialogue, ce qui laisserait supposer que ces mots pourraient lever un voile certain sur ce doux mystère. Attablés aux côtés de l'amiral, nos scientifiques poursuivent leur discussion, tout en sustentant un savoureux repas. Car Tanguy n'est toujours pas visible dans l'assistance. Il parle de représentation énergétique, en 3 et en 2 dimensions, ce qui rend le chef des armées totalement blasé et apathique. Il semble écouter la conversation avec une indifférence absolue. Présent auprès de ses convives, mais absent de toute interaction. Cependant, Dubrovsky émet l'hypothèse d'un possible parallèle entre ces récentes manifestations et l'activation du satellite Sol. Même si le lien n'est pas si évident que cela, il pousse Bernardi à interroger l'amiral sur l'avancement d'une certaine manœuvre classée confidentielle. Et le militaire, visiblement heureux d'être pris en considération, nous apprend que l'armée cherche à craquer les codes du satellite japonais. Décidément, si Neo-Tokyo ne nous avait jamais dévoilé ses relations avec l'international, on constate que ce dernier, par contre, était finalement très dépendant de cette première, ou tout du moins depuis son éradication. Bref, Joris en conclut que la troisième manifestation n'est pas l'œuvre d'Akira, ce qui interpelle ses confrères, car selon leurs sources, les autres mutants du programme ne présentaient aucun danger. Et tout en allumant une clope, la doctoresse déballe ses connaissances sur le projet. Les enfants décrétés morts, ceux disparus. Elle sait même quand est-ce que s'est évadé numéro 41 du laboratoire. Comment sait-elle tout ça? D'où s'est-elle procuré de tels renseignements? Le projet Akira était un projet top secret. La société japonaise s'est même enterrée de son existence que très récemment. Ici, j'ai un peu de mal à saisir les raisons de toute cette exposition d'informations sensibles. Une fuite? Un piratage de données? L'intrusion d'espions? Difficile de répondre, donc je m'interroge. Comment la science a-t-elle pu obtenir des renseignements classés top secret que seule une agence gouvernementale très sophistiquée aurait pu se procurer? Mystère. Et c'est sous un ciel crépusculaire que Joris nous apprend que le 16 avril, Sol effectuait son premier tir aux abords de la base militaire où sommeillait Akira. De retour au temple, Miyako prend des nouvelles de Kyoko qui demeure allongée sur un large soulier. Selon les moines qui la surveillent, sa situation est stable et elle est hors de danger. La prêtresse se sent rassurée. Il ne reste plus qu'à attendre que l'enfant se rétablisse. Cependant, numéro 19 émet une certaine inquiétude en pensant à Tetsuo. L'impossibilité de juger son état actuel la perturbe au plus haut point. Elle en tremble. Comme toujours, après chaque apparition furtive de Miyako, et surtout après chacune de ses allocutions, on s'enlise dans des interrogations massives et tourbeuses. Il ne fait aucun doute que la vieille a une idée en tête. Si elle s'est retrouvée dans son temple avec les 2 autres mutants, c'est pour accomplir quelque chose. Mais quoi? Éliminer numéro 41? Si tel est le cas, on peut interpréter son visage dégoulonnant comme une prise de conscience de son erreur, d'avoir poussé Tetsuo à s'extraire du courant. Car maintenant, elle se trouve dans l'incapacité de l'appréhender. Souhaite-t-elle éradiquer Akira? Lorsqu'elle avait 10 ans, Miyako avait été choisie pour ouvrir la voie au numéro 20, et donc à Akira. L'éliminer serait en contradiction avec cette mission initiale. Ou alors, peut-être désire-t-elle juste mener cette ouverture jusqu'à sa conclusion finale, et ainsi être actrice d'un accomplissement qui changera la face du monde. Depuis le balcon principal du temple, le colonel reçoit des soins. Un moine lui bande le bras et lui conseille plusieurs jours de repos. Depuis l'extérieur, la clarté nocturne semble irradier les lieux. Kei est présente. Elle souhaite savoir où se trouve Chiyoko, mais le militaire refuse de le lui dire. À la page suivante, tout s'obscurcit. La nuit devient étouffante. La jeune femme s'enlise dans un monologue, se persuadant à elle-même qu'Obasan va bien, doutant cependant que quelque chose de grave ait pu se produire. Le colonel écoute, mais ne bronche pas. Il reste immobile, silencieux. Kei mentionne alors cette arme spatiale, suggérant que tout est lié à sa récente manifestation. De plus, elle prétend que c'est le militaire qui l'a activée. L'homme valse son regard dans un cadrage serré, s'embourbe sans cesse plus dans son mutisme, donnant cette impression qu'il ne porte confiance en rien ni personne. Cela peut se comprendre si l'on se rappelle que la dernière altercation entre lui et la jeune femme avait eu lieu dans son quartier général, pendant que Kyoko manipulait celle-ci à sa guise. Mais Kei le rassure, personne n'est là pour écouter. De plus, elle lui affirme que la seule chose qui l'intéresse, c'est Chiyoko. Le colonel se remet vivement sur pied, enfile sa veste usée.
et demande à Kei pourquoi elle est ici, à Neo-Tokyo. Elle lui répond qu'elle y a des amis et que l'un d'eux est peut-être en train de mourir, faisant ainsi référence à Obasan et à son impétueux désir de la retrouver. Le militaire lui annonce alors que lui se trouve ici, à Neo-Tokyo, afin de terminer un travail qui nécessite Sol pour être accompli. Éliminer Tetsuo. Même si nous le pressentions déjà, cela nous est à présent révélé de la bouche du colonel. Ce dernier, qui jadis était chef des armées, qui jadis était responsable de la sécurité nationale, qui jadis avait une prestance et un charisme qui obligeaient au respect, se retrouve maintenant noyé dans la culpabilité. Depuis son point de vue, et cela ne fait aucun doute, la situation actuelle est due au déchaînement d'Akira, qui fit suite à son réveil, qui fut déclenché par Tetsuo, qui n'est que le résultat des expérimentations faites par cette science qui obéissait alors à ses directives. De plus, toujours depuis son point de vue, mais le doute est cette fois probable, le grand empire de Tokyo ne serait que le fruit des élucubrations de numéro 41. Encore lui. Le colonel est donc rongé par la culpabilité d'avoir créé Tetsuo. Il sait parfaitement qu'en l'éliminant, il ne reviendra pas dans le passé, à cette époque où Neo-Tokyo resplendissait de mille feux. Mais il est persuadé qu'en l'éliminant, oui, il pourra de nouveau dormir en paix. De ce fait, le militaire agit, tel un loup solitaire, pour sa seule et unique personne. Il n'est plus là pour résoudre les problèmes de sa communauté. Il n'est plus là pour assurer le bien-être de ses concitoyens. Non, il souhaite juste racheter ses fautes, sa faute. Il souhaite ôter ses remords qui le rongent depuis tant de mois et retrouver cette estime de soi qui lui fait tant défaut. Il affirme à Kei qu'il partira dès l'aube et lui propose de l'accompagner. Pendant ce temps, plongés dans l'obscurité arborant le monastère, Kei et Kaneda papotent autour d'un feu de camp. Ce dernier ne semble absolument pas surpris par ce saut temporel dont il fut victime, révélant encore une fois sa nature profondément innocente, en retrait des préoccupations tangibles qui l'entourent. Son pote le remet à jour, lui parle du Grand Empire, et lui affirme même que c'est Tetsuo qui dirige tout ça. Kaneda réagit, étonné de savoir son ami toujours en vie. Il ne faut pas oublier que la dernière fois qu'il le vit, c'était le jour où il se fit pilonner par les tirs du satellite Sol. Surpris donc, ou heureux de savoir son ami en vie. Le rictus buccal que dévoile Kaneda ne permet pas de trancher sur cette question, et c'est sûrement volontaire. Ceci dit, le jeune veut de nouvelles fringues, et Kei l'invite à le suivre, jouant sur un certain mystère, afin de lui présenter le reste de la bande. Les deux adolescents s'éclipsent dans la profondeur nocturne. Baigné par un halo brasillant, Kei fait son apparition et rejoint ce feu de camp. Elle appelle Kaneda, mais personne. Elle souhaitait certainement le prévenir de son imminent départ avec le colonel. Un geste affectueux qui ne peut nous laisser indifférents. Perdus dans une trame omniprésente, les jeunes continuent leur marche. La mise en page est serrée, surchargée en vignettes et abondante de dialogues. Kei poursuit ses déclarations, révélant ce quotidien morbide qui sonne comme une nouveauté aux oreilles de Kaneda. Ils pénètrent dans des ruelles délabrées, s'engouffrent dans des vénelles de plus en plus surveillées et pointent leurs jambes à l'entrée de l'hôtel Vénus, manifestement un ancien bordel. Au-dessus de la porte se trouve une statue d'Aphrodite sur sa coquille. Kaneda l'observe. Cette première semble symboliser le retour de ce dernier dans la saga, tout comme la peinture de Botticelli symbolisait le retour du nu dans l'art de la Renaissance. Les jeunes s'introduisent. Quelques confrères sont là à prendre des nouvelles sur la récente confrontation entre les sbires de l'Empire et Miyako. Et Kei invite Kaneda à passer au travers d'un rideau. Nos iris se notent alors dans une case détaillée, harmonieusement tramée, nous présentant une vaste pièce emplie de résidus mécaniques. Moteurs, pots d'échappement, pneus, amortisseurs, radiateurs. Le tout accompagné par un mobilier rétro et un lino déchiqueté. Au centre, un patibulaire, crâne dégarni et teint bronzé semble réparer une moto. Il se retourne. Le Joker. Kaneda est surpris de le revoir, arbore un regard menaçant. Mais il exhibera très vite un sourire, finalement heureux de retrouver son ancien rival. Tous trois se mettent à converser, se replongeant sans complexité à l'époque de la guerre des gangs. Ennemis en s'étant reculés, ils doivent maintenant s'unir pour affronter une même menace, Tetsuo. Kaneda ne semble pas si enthousiaste, contrairement à Kei et Joker, qui démontrent une frénétique envie de vengeance. La haine que portent d'ailleurs ces derniers sur numéro 41 peut paraître excessive, mais elle dut sûrement être rétroalimentée par tous ces mois de cohabitation. Cependant, Kaneda souhaite avant toute chose changer de fringue. Dans le camp de réfugiés, Kei laisse une lettre à Kaneda, lui expliquant qu'elle va chercher Chiyoko avec le colonel. Noyée dans l'obscurité du levant, elle révèle une posture nonchalante. Elle est alors armée d'une mitraillette. Elle est très vite rejointe par le militaire, et ils commencent leur route. Ce dernier lui fait comprendre qu'en cas de problème, il ne pourra pas lui venir en aide, ce qui démontre bien l'état de faiblesse dans lequel il se trouve à ce moment précis.
Un dessin sublime, profondément tramé et assuré à souhait, nous les montre, tous les deux, s'éloigner du temple. Un nouveau jour se lève. À l'hôtel Vénus, Kaneda se vêt d'une combinaison qui arbore le même design qu'avait conceptualisé Tetsuo durant son délire. Un détail qui en dit long. Kai et Joker stoppent leur conversation pour lui faire visiter les lieux. Ils entrent dans une sorte de garage où est parqué tout un tas de motos, et notamment la sienne, plutôt bien préservée. Le jeune s'avance d'elle, pieds nus, projetant une ombre hésitante sur cette carcasse rutilante. Ils lui montreront ensuite une plateforme volante, récupérée par Kai dans les souterrains. Joker s'est chargé de la restaurer, même s'il est lourdement aidé dans cette tâche. Nous nous introduisons alors dans le monastère, avec un cadrage symétrique sur ce bas-relief en forme de halo lumineux, même si nous savons maintenant que ce n'en est plus un. Lady Miyako apprend que Kei est parti avant l'aube avec le colonel. Ils auraient emporté des médicaments avec eux. Ceci irrite la vieille au plus haut point. La présence de Kei lui est indispensable. Elle ordonne à ses hommes de la chercher et de la ramener au plus vite. Des sbires se rendent même jusqu'à l'hôtel pour prévenir Kaneda que la prêtresse veut le voir. Ce dernier est surpris, mais on l'avise que c'est en relation avec la disparition de la jeune femme. L'adolescent enrobe alors son visage dans la candeur. On le sent préoccupé. La case suivante nous montre d'ailleurs Kei, immobile, comme si elle devinait qu'on parlait d'elle. Le colonel l'interroge, mais tout va bien. Ils poursuivent leur difficile avancée dans les décombres. Perché sur son pylône, l'homme oiseau est en pleine méditation. Il observe, fait valser sa futile chevelure, émet un sourire. Il perçoit le cheminement de nos deux protagonistes. Un plan large, en contre-plongée, nous expose alors la planque d'Akira, blanchoyée par la timide venue de nuages matinaux. Migité monte les marches, face aux ombres du levant. Il soutient son bras droit ensanglanté. On le sent de mauvaise humeur. Il cherche Tetsuo, crie son prénom, mais personne. Kaori apparaît subitement et lui explique qu'il a soudainement disparu avec Akira. Migité, fou de rage, s'apprête à gifler la jeune fille. Mais son geste est arrêté par le tremblement inopportun de la terre. Les secousses persistent. Nos deux personnages, apeurés, tâchent de garder leur équilibre. Et sur plusieurs cases, la composition se calligraphie d'une sonorité grave et répétée. Elle divulgue ces mêmes katakana qui accompagnaient Tetsuo lors de sa récente crise. Par leur modeste présence, on en conclut tout de suite que ce tremblement de terre fut causé par numéro 41, et que son déclenchement n'eut lieu que pour empêcher l'acte barbare de Migité. Par cette simple subtilité graphique, on se rend compte à quel point Tetsuo tient follement à Kaori. Ryu et Yamada sont surpris par ces secousses inattendues. Kei et le colonel évitent de justesse des débris qui chutent juste derrière leurs pas. Ils demeurent perplexes. Estompée dans son brouillon architectural, la ville semble se ruiner toujours plus. Au monastère, Miyako sent la tranquillité revenir et s'imagine Tetsuo perdre de plus en plus le contrôle sur lui-même. C'est alors que Kaneda surgit dans les lieux. Petit cafouillage avec les moines et il finit par recevoir la directive de la prêtresse. Chercher Kei et la ramener ici. Son importance est primordiale. L'adolescent demeure surpris par cette importance, mais il le sera encore plus lorsqu'une seconde secousse sismique se fera perceptible. De nouveau les immeubles qui s'effritent, et de nouveau ces katakana qui diluent l'écho de cette sonorité, cadencée par un rythme cardiaque, jusqu'aux oreilles attentives d'une Kaori apeurée. Une page titre magistrale pour introduire l'épisode 76, sorti le 4 août 1986 dans les planches de Young Magazine, le bras droit de Tetsuo. Un crayonné clair et limpide qui édulcore totalement la frontière entre le métallique et l'organique. On ne peut s'empêcher, à la vue de cette illustration, de sentir toute la tension musculaire de cette tôle galvanisée, toute la dimension artérielle de ces tubes diélectriques, toute la fragilité osseuse de ces articulations boulonnées. Mais cette abondance de détails ne serait rien sans cette subtile absence de trame qui laisse apparaître le chiffre 41 au cœur de la paume. Incontestablement, la page titre est la plus subliminale de tout le manga. Elle révèle la tragique destinée de Tetsuo, son incorporalité naissante, son évanescente finalité, mais aussi sa ferme allégeance à ce numéro qui changera à jamais le cours de l'histoire. Les secousses sismiques se sont arrêtées net et, face à un Migité en effroi, Akira surgit de nulle part, son poncho virevoltant sous l'effet de sa venue. Tetsuo est juste derrière lui, son visage est apaisé, sa chevelure est plus courte et son coloris plus clair. Kaori émet un franc sourire, heureuse de le retrouver. Et pendant que numéro 28 le mord de son regard embarrassant, l'adolescent s'approche, lentement, divulguant une certaine gaieté. Il est surprenant de le contempler sous une telle apparence. Incontestablement, son physique a changé depuis qu'il s'extirpa de ce courant invariant. On le sent plus musclé, plus posé, plus mature. Migité, toujours en effroi, lui confesse sa défaite face à Miyako et lui demande de l'aide pour la prochaine confrontation. Tetsuo,
Calme lui fait comprendre qu'il est fatigué. Mais Migite insiste. Il hausse même le ton. Tetsuo lui envoie alors une petite déferlante qui le propulse en arrière. Nos 3 enfants pénètrent dans la planque. À l'étage, Kaori accommode Akira sur son lit pouilleux. Il semble déjà bien endormi. Elle redescend, observe numéro 41 étendu sur les coussins. Ce dernier paraît lourdement asthénique. Il l'appelle. La jeune fille s'approche, lui tend la main, et se retrouve directement agenouillée sur le sommier. Tetsuo bien blotti dans ses bras, la tête avachie sur ses cuisses, lui demandant de rester. Ce visuel que nous présente Otomo, sur un tiers de page, est d'une force mélancolique considérable. Il ne laisse pas indifférent, il perturbe même. Le poing gauche serré, la jambe contractée par un spasme inconscient, les sourcils froncés, la bouche entr'ouverte et la mâchoire crispée. Autant de détails anatomiques qui nous montrent que Tetsuo va mal, qu'il souffre et qu'il trouve réconfort dans les bras fluets de Kaori. Pourtant, Miyako lui avait promis que s'il s'extirpait du flux, il pourrait soit comprendre Akira, mais surtout mettre un terme à ses affres. Or, nous voyons ici, au lendemain matin de son exploit, qu'il est indéniablement sujet à des tiraillements lancinants et internes. Cela signifierait-il que Tetsuo est toujours dépendant de ce courant invariant? Ou cela confirmerait-il sa propre singularité? Peu importe, car si durant tout son passé, le jeune surmontait ses douleurs grâce à l'absorption d'amphétamines, il les surmonte aujourd'hui, à cet instant précis, grâce à la douceur de Kaori. Et c'est incontestablement ça le plus essentiel. Abandonné juste après sa naissance et laissé pour compte, l'adolescent a grandi sans aucune affection parentale. Et c'est la première fois que nous le voyons étreint dans les bras d'une autre. Non pas qu'il est en train de découvrir l'amour, je ne souhaite pas tomber dans ce cliché réducteur, mais il doit être en train de vivre, à cet instant précis, une expérience traumatisante pour sa fragile personne. Et en voilà un qualificatif parfait pour cette esquisse. Ce visuel que nous présente ici Otomo, sur un tiers de page, est tout simplement traumatisant. Il marque le début de ce qui doit advenir. Pendant ce temps, au large des côtes, sur une succession d'images tramées, le porte-avions de l'armée se prépare à prendre de plein fouet un tsunami. L'alerte retentit. Les membres de l'équipage observent le déferlement s'approcher. Les scientifiques, toujours bien blottis dans leur pièce exiguë, dénotent une certaine tranquillité. La vague arrase le navire avec une force colossale, faisant valdinguer les bimoteurs et propulse au sol bon nombre de personnes. Sur les 8 vignettes qui nous résument cet événement, toutes sont muettes de dialogue, et toutes sont couvertes de katakana pour accentuer la coriacité du bruit ambiant, et donc de l'impact causé par cette fureur de la nature. Nous pouvons y lire du gagaga, du dododo, du gigigi, du zazaza. Mais une seule comporte les katas qui accompagnaient Tetsuo durant sa récente crise, ceux qui fredonnaient une sonorité grave et répétée, ce gogogo interminable. Une seule case arbore ces katakana, celle où se trouvent les savants. Ce n'est peut-être que pur délire de ma part, mais j'y vois ici un message infraliminal très fort. Si numéro 41 causa ce tremblement de terre pour empêcher à Kaori de prendre une baffe, il semble aussi envoyer, au travers de ce tsunami résultant, un message caché à cette science insouciante. Le calme revenu à bord, l'amiral s'empresse de se rendre au laboratoire afin d'avoir des nouvelles de chacun. Il prétend avoir appris que ce raz-de-marée serait à mettre en relation avec Akira, ce qui est surprenant, car on peut légitimement se demander comment il a pu recevoir une telle affirmation. Hawk se relève, amassant moult papiers, et formule avec élégance que la vague est moins importante que le tremblement qui l'a causé. Simons, observant les données de son sismographe, énonce les chiffres. 8,5 sur l'échelle de Richter, 300 km de profondeur. Et d'après ces mêmes données, il se persuade que ce tremblement n'est pas naturel, car tous les moments précurseurs à un tel événement sont absents, ce qui sonne très étrange. Nous savons tous que c'est Tetsuo et Akira qui ont généré ce séisme. Cela nous fut graphiquement et calligraphiquement révélé. En règle générale, les tremblements d'origine non naturelle dépassent difficilement le chiffre 4 sur l'échelle de Richter. Or là, nous sommes face à un monstre. De plus, à cette profondeur, la cause ne peut être que tectonique. Et je vois mal nos 2 enfants se téléporter à 300 km au-dessous du niveau de la mer pour y déclencher une telle onde. D'un point de vue matériel, ça ne colle pas. On pourrait donc penser qu'ils ont juste participé au glissement de la lithosphère afin qu'un semblable tremblement se produise. Mais cela aurait entraîné des moments précurseurs détectables par le sismographe. Donc difficile d'imaginer comment numéros 28 et 41 ont pu réaliser cet exploit, ce qui confirme le scepticisme de l'amiral. Face à cette méfiance, Joris demande à Karmatangi son opinion. Ils sont fatigués de jouer et dorment tous les deux. Une réplique qui nous montre que le moine a tout perçu, et que le comment scientifique importe peu. Seuls les faits véridiques comptent.
Au monastère, Miyako continue de négocier avec Kaneda pour qu'il aille chercher Kei. Il finit par accepter. De plus, et il le confesse à Kai, il est persuadé avoir discuté avec la jeune femme durant la nuit, et sait où elle est allée. Étonnement de nos adolescents, car tous deux se trouvaient à l'hôtel Vénus cette nuit-là. À aucun moment, nous ne l'avons vu croiser Kei. Cette dernière le chercha d'ailleurs désespérément pour le prévenir de son départ. Difficile donc de savoir si ce sont les hormones de Kaneda qui parlent, si c'est une simple intuition de sa part, ou s'il fut vraiment sujet à une communication paranormale. De plus, ce semblant de connexion que nous sentîmes entre eux lorsque la jeune femme resta immobile et pensive voilà quelques planches pourrait nous obliger à imaginer une telle correspondance entre nos deux protagonistes. Ou alors, en dernier recours, tout ne pourrait être finalement qu'un banal concours de circonstances. Bref, il est persuadé qu'il faut se rendre en direction du 8e district. Et nous voyons Kei et le militaire, noyés dans une perspective étouffante, se déplacer avec difficulté dans les ruines de la capitale. Perché sur son bloc de béton, l'homme-oiseau les repère, s'immisçant dans ce fameux 8e district. Il donne l'alerte à ses mercenaires, les invite à s'armer et à protéger coûte que coûte leur souveraineté. Mais le colonel va mal, on le sent très affaibli. Il montre un visage dégoulinant et exténué. Kei se préoccupe, mais tout est ok. Depuis la crête d'un édifice, les sbires de l'Empire, fusil sous le bras, les observent de haut. Joker pousse une gueulante, ses orbes oculaires s'extirpent de son tatouage facial. Il intime Kaneda, qui vient de lui emprunter une moto. Contempler le sourire de ce dernier, alors qu'il monte habilement à 2 roues, nous procure une joie manifeste. Mais surtout, cela semble décréter officiellement le retour du personnage dans la saga. Avec Kai, à plein régime, il se retire de l'hôtel malgré les réprimandes de l'ancien boss des clowns. Mais ils lui promettent de ramener les engins rapidement. À l'arrêt, ils observent la ville en ruine et se demandent comment ils pourront se frayer un chemin au travers des décombres. Ils décident donc de s'introduire dans une station de métro. D'ici, la navigation sera plus aisée. Le colonel va mal. Épuisé, il marque une pause. Kei, vigilante, lui propose de s'arrêter un instant, mais il refuse. Au-delà des débris de la capitale, le guerrier d'élite de l'Empire surgit, calmement. Toujours rehaussé de ses petites lunettes rondes, il exhibe la consistance de son corps derrière laquelle apparaissent d'autres soldats. Suspense. Dans l'épaisseur d'une station de métro, Kai et Kaneda scrutent le plan du réseau afin d'utiliser les voies adéquates et se rendre au 8e district. Ils se mettent en route sur une succession de vignettes assombries par la trame des profondeurs et zébrées par la vélocité des motards. Retrouver nos 2 jeunes sur leur bécane profère une aura nostalgique non négligeable à la scène, comme si la présence de Kaneda n'était là que pour offrir cette fraîcheur au récit. C'est d'ailleurs lui qui est en tête du cortège. Apparemment, il ne faut surtout pas rompre avec les vieilles habitudes. Le sbire à lunettes ordonne à nos 2 héros de se rendre. Son visage est ferme et serein. Le colonel, toujours accoudé sur un mur effrité, propose à Kei de faire feu, tout en se positionnant derrière le colosse, se servant de lui tel un bouclier. Elle s'exécute, se faufile jusqu'à la masse musculaire de ce soldat d'élite, et fait parler sa mitraillette, en éliminant quelques nervis au travers d'images subversives. Mais l'homme aux lunettes réagit, et lui met une violente droite. Elle s'écrase au sol, sous le faciès consterné du militaire. Tout va alors très vite. Le colosse s'approche de la jeune femme et commence à manifester son pouvoir. Cette dernière est atteinte, ses yeux se plissent. Mais le colonel se ressaisit et lance une pierre sur le crâne compact du guerrier. De nouveau libéré, Kei rejoint son compagnon de route, et il file à toute vitesse, se faufilant dans les décombres obscurcis. Kei saute pour retrouver la terre ferme. Le militaire tâche de la suivre, mais c'est trop tard. Le sbire à lunettes fonce sur lui, enveloppé de lignes concentriques et beuglant d'une rage incomprise. Le temps s'immobilise alors brutalement. La case s'éclaircit violemment, et Otomo nous pond un arrêt sur image qui nous démontre toujours plus sa maîtrise de l'anatomie humaine. Le colonel, en pleine possession de ses moyens, effectue une sorte de Okigoshi sur le colosse de l'Empire. L'illustration est magistrale. Elle a une parfaite symbiose des corps, un subtil mélange entre la nervosité musculaire et l'élégance gestuelle. Encore une fois, un visuel qui sublime parfaitement le militaire et le positionne à sa juste place, à celui de personnage central de l'œuvre. Bref, les 2 hommes tombent au sol, mais la chute du colonel est amortie par la chair athlétique du guerrier. Il se relève, se trouve apparemment bien, hausse le visage et constate, dans une image brouillée par la lourdeur du contexte, qu'ils sont tout près du quartier général. Toujours enfouis dans la pénombre du réseau souterrain, Kai et Kaneda poursuivent leur avancée. Ralentis par la présence d'un wagon délabré, ils y remarquent quelques plateformes volantes de l'armée, saccagées. Ils s'imaginent pouvoir les refourguer à Joker et reprennent leur route, à plein régime. Pendant ce temps, le colonel et Kei s'approchent posément de leur destination. La jeune femme se rappelle de l'édifice. Elle y avait été faite prisonnière à l'époque de sa splendeur.
Ils poursuivent leur marche dans une pesante perspective. Une Security Ball s'extrait des décombres, et cela surprend Kei à nouveau. La dernière fois qu'elle s'était frottée à une telle machine, c'était lors de sa traque d'Akira contre Sakaki. Cela doit sûrement la replonger au temps où Neo Tokyo brillait de mille feux. Nos deux personnages entrent dans l'édifice, sereins. Pourtant, juste derrière, apparaissent le colosse à lunettes et 3 autres acolytes. Ce premier, la tête en sang, soutient 2 grosses pierres et semble plus que jamais envahi par une rage profonde et compréhensible. Nos 2 héros montent les escaliers du QG. Ils sont rejoints par le scientifique qui les conduit jusqu'à Chiyoko. Kei entre dans la pièce et retrouve enfin son ami après tout ce temps. À droite de son oreiller se trouve une gamelle d'eau tiède, dans laquelle viennent se sustenter des souris. La jeune femme porte son ouïe sur la poitrine d'Obasan et sent qu'elle va bien. Elle émet d'ailleurs un sourire. Mais dehors, la troupe de l'Empire fait maintenant face à la Security Ball. Le sbire à lunettes amorce l'assaut en lui jetant un caillou, et ses compagnons finalisent l'attaque en mitraillant son cœur. Dans une voie de métro souterraine, obscure et légèrement inondée, Kai et Kaneda poursuivent leur avancée. Soudain, ce dernier, embelli d'un visage plutôt efféminé, démontre un certain étonnement. Une lueur brasillante se fait sentir au loin. Et apparaît face à nos jeunes motards une Kei en flammes, envoûtée par cette stridente sonorité, dans le même style que ce Kaneda observait à 2 reprises. Les adolescents contrôlent leur dérapage dans une mouvance lumineuse chère à Otomo, et restent statufiés devant cette éruption qui pousse leur faciès à s'épandre en une stupeur incomprise. L'ardente occurrence lévite au-dessus des eaux, commence une approche langoureuse vers Kaneda, traverse son corps avec véhémence et disparaît promptement, diffusant une brisure reluisante, noyant le jeune homme dans une frayeur évidente. Le regard rivé sur un résidu vaporeux, Kaneda demeure sans voix. Incontestablement, il doit repenser à cette vision qu'il avait eue de lui-même lorsqu'il se trouvait dans la planque des anarchistes, au début du manga. Il doit repenser à cette vision et revoir son être dans une posture identique, se faire ensevelir par l'énergie d'Akira. Pour lui, il n'y a aucun doute, une pareille manifestation est signe de mauvais présage. Il s'imagine alors Kei en danger. Pas de temps à perdre, il faut reprendre la route, et nos 2 adolescents démarrent sur les chapeaux de roue. Cette apparition, qui nous avait été annoncée dans la page titre de ce présent épisode 78, ne peut se laisser résumer d'une telle manière, aussi prompte et évasive. Il nous faut donc réamorcer la lecture de ces 4 planches magistrales. Cette Kei en flammes présente les mêmes aspects que l'image de Kaneda lorsqu'elle émergea face à la jeune femme, dans la planque des rebelles ou dans le temple de Miyako. Ces 2 précédentes manifestations avaient été commises par Tetsuo. Nous en avons déjà longuement parlé, et cela semble acquis. On serait donc en droit de penser que cette présente éruption pourrait aussi être due à numéro 41. Mais avant de lambiner sur le pourquoi, recensons les personnages du manga qui seraient aptes à une telle prouesse. Tous les mutants du projet, bien évidemment. Masaru, Kyoko, Akira, Miyako. Kei, pourquoi pas. Et bien sûr, Tetsuo. La dernière fois que nous vîmes numéros 25 et 27, ils étaient endormis, affaiblis, et donc pas en état de s'attarder à un pareil acte. Akira, lui, est en train de roupiller sur son lit pouilleux. De plus, il est au-delà de ce monde, vaguant hors de ce courant invariant. Il n'a de ce fait aucune raison de générer cette apparition. Kei, nous venons de l'apercevoir en danger, aux abords du quartier général. Elle pourrait tout à fait user d'un tel stratagème pour prévenir son compagnon afin qu'il presse son arrivée. Mais premièrement, elle n'est pas au courant que le garçon la recherche. Et deuxièmement, même si elle nous a souvent démontré ses facultés, Kei a toujours agi en tant que médium, en tant qu'intermédiaire. Elle ne peut donc pas, de son propre gré, effectuer une telle prouesse. Lady Miyako, la dernière fois que nous la vîmes, c'était dans son temple. Elle était en train de supplier Kaneda de lui ramener la jeune femme. Elle se fit d'ailleurs très insistante, dévoilant tout l'attachement qu'elle lui porte. Ce serait quand même bizarre que la vieille, après avoir discuté face à face avec Kaneda, lui envoie cette messagerie pour qu'il presse sa course. Elle avait déjà été très claire lors de son élocution au monastère. Donc cette apparition ne peut pas être due à Miyako. Il ne reste plus que Tetsuo. La dernière fois que nous le vîmes, il était blotti dans les bras de Kaori, sa tête avachie sur ses cuisses, donnant l'air de vivre une expérience traumatisante pour sa fragile personne. Nous nous souvenons très bien, lors des 2 jaillissements du Kaneda en flammes, dans quel état se trouvait numéro 41, sur son lit d'hôpital ou sur les fêtes d'un édifice en ruine. Il présente ici les mêmes affres, et de ce fait, les mêmes conditions initiales pour générer une telle manifestation. Donc cela ne fait plus aucun doute. À ce moment précis de lecture, Tetsuo est en train de faire apparaître une Kei en flammes face à Kaneda. Mais pourquoi? Dans le passé, Tetsuo matérialisa à 2 reprises son ami scintillant face à Kei, mettant ainsi en évidence ce triangle relationnel intrinsèque, ayant pour crête commune ce même Kaneda.
Mais sur ces deux manifestations antérieures, ce dernier flamboyait toujours de manière statique, immobile, figée, l'assujettissant à cette passivité dans laquelle allait l'introduire Akira. Or, sur cette présente apparition, érigée par Tetsuo, je le rappelle, la caille brasillante se meut. Elle se déplace en direction d'un Kaneda charnel et réel cette fois-ci, mais toujours aussi statique et passif. Elle se meut, puis se fond en lui, comme si elle souhaitait, au travers de cette cinétique déterminée, l'arracher de ce lieu, l'emmener avec elle, le condamner à suivre cette même direction. Si le Kaneda en flamme, passif, anticipait un Kaneda de chair tout aussi passif, noyé par l'atomisation de numéro 28, cette caille en flamme, active et mouvante, semble présager un autre Kaneda, de chair, actif cette fois-ci, contraint à se remuer dans une orientation bien précise. Le triangle relationnel est donc toujours bien établi, et Kaneda en reste plus que jamais la crête névralgique. Tout comme c'était lui qui était visé lors de la première apparition, prévoyant sa prochaine dilution dans le dôme destructeur de Neo-Tokyo, c'est encore lui qui est visé par cette fluctuation gracile et embrasée. Tetsuo, plongé dans les bras de Kaori et dans une circonstance traumatisante, conceptualise une caille mouvant sa nullité enflammée vers un Kaneda empli de stupeur pour tout justement le prévenir d'un avènement proche. Ce dernier est directement concerné par cette apparition. C'est lui qui sera bientôt confronté à une situation préoccupante, et l'image de Kei est là pour le lui faire entendre. Mais l'adolescent ne peut se morfondre dans un tel raisonnement. Il ne peut se donner le temps de penser à tout ça, car il imagine son ami en danger, et souhaite la rejoindre plus vite. Sur la case suivante, nous revoyons d'ailleurs Kei, enrobée d'un noir profond. Elle est absorbée et évasive. Elle semble administrer des soins à Chiyoko. Le scientifique s'approche d'elle et lui demande ce qu'elle compte faire. Elle pense faire appel au service de Miyako pour rapatrier sa compagne. On sent indéniablement Kei inquiète pour son amie, et sa seule préoccupation est de la ramener au plus vite dans un lieu sûr. Pendant ce temps, le colonel est en train de se faire quelques injections. Il est toujours mal en point. Soudain, un bruit glauque résonne depuis les bas-fonds de l'édifice. Le savant s'étonne. Le militaire, lui, prend conscience qu'ils ont été suivis. Et en effet, les sbires du Grand Empire montent les marches d'escalier. Le colosse à lunettes donne les directives. Kei rejoint hâtivement le colonel. Il décide de passer à l'action. Et sur 6 planches, Otomo va nous immiscer dans cette bataille, au travers d'un séquençage rapide et précis. La jeune femme se rue à l'extérieur afin d'attirer l'attention de ses mercenaires, ce qui laisse le temps et la place aux militaires d'agir et de nous exposer, encore une fois, toute son agilité. Sur 4 cases, il se défait, muni d'un simple bâton de ses adversaires avec aisance et grâce. Au dehors, pas mal de renforts étaient présents. Mais la Security Ball, toujours en état, entre en scène et en neutralise quelques-uns, avant de définitivement s'éteindre. Kei, pas trop active durant cette bataille, observe la boule. Elle a alors une idée. Kai et Kaneda parviennent finalement au bout du tunnel. Ils stoppent leur engin face à un précipice, dans une vignette étouffante de détails. Ils ne sont pas très chauds pour effectuer le grand saut, mais l'écoute de bruit de mitraillette les pousse à ne plus hésiter. Ils réenfourchent leur bécane et s'élancent aux encarts morts dans le vide. Après une réception indécise, ils poursuivent leur route. À l'intérieur du QG, nous revoyons Kei qui cherche le colonel. Un bond spatio-temporel difficile à cerner, sachant qu'ils étaient tous deux en train de combattre l'ennemi voilà quelques cases. Bref, la jeune femme se retrouve face au scientifique et lui demande s'il peut aménager la Security Ball afin de transporter Chiyoko jusqu'au temple de Miyako. Ok, Kei a littéralement abandonné le colonel, le laissant seul sur le champ de bataille, juste pour faire une sollicitation qui, quoi qu'il en soit, aurait pu attendre. Nous nous postons alors énigmatiquement devant Obasan, les yeux recouverts d'une serviette humide. Des pas s'approchent d'elle, dévoilant une ombre reconnaissable. Le sbire, aux petites lunettes rondes, pénètre dans la pièce. La bouche entr'ouverte, il semble essoufflé. Une exsudation visqueuse et sanguinolente s'extrait de ses reflets oculaires. Le colonel, lâchement laissé seul, tâche de résister aux assauts répétés. Armé maintenant d'une mitraillette, il fait feu de toutes parts, mais il y a du monde autour de lui. Pendant ce temps, Kai et Kaneda roulent toujours à fond la caisse, en direction du QG. On peut d'ailleurs entendre le bruit de leur moteur. Les sbires de l'Empire s'interrogent. À l'intérieur, Kei poursuit ses négociations avec le scientifique pour qu'il aménage la Security Ball. Cela devrait lui prendre 5 heures, voire 10. La jeune femme le motive de se mettre tout de suite au travail et file voir Chiyoko. À l'entrée de la chambre, elle est interpellée par des gouttes de sang éparpillées à même le sol. Préoccupée, elle modère sa démarche. À peine pénètre-t-elle dans la pièce qu'elle vrille son regard sur sa gauche, s'arme d'une baramine et fait froidement face au colosse à lunettes qui expose sa prodigieuse corpulence. Dans une succession de cases précises, elle lui assène un coup en pleine tête, mais le monstre se protège in extremis.
Fou de rage, il tâche d'agripper sa rivale, mais se retrouve bloqué par le bâton métallique qui obstrue son passage. Kay prend la fuite. Le guerrier d'élite arrache le mur et amorce son lancer du javelot. Le projectile évite de justesse la jeune femme, inopinément rejointe par le scientifique, et vient s'écraser sur un appareil électronique. Le sbire à lunettes entame alors une course effrénée. Sous des bruits de mitraillettes, nous voyons le colonel, de nouveau à l'intérieur, qui se cache des tirs répétés d'un de ses assaillants. Baignés par un calme soudain, tous se surprennent d'un vrombissement avenant, et Kaneda surgit de nulle part pour s'écrouler au sol dans une image douloureuse. Glissade sur plusieurs mètres, la moto et sa carcasse viennent s'écraser contre de la machinerie. Le soldat de l'Empire, toujours en alerte, pointe son arme sur l'adolescent. Mais c'est au tour de Kay d'émerger et, dans une habile acrobatie, percute le mercenaire pour le mettre hors d'état de nuire. Kaneda se relève difficilement. Le colonel, qui a assisté à toute la scène, s'interroge. Mais le jeune pense à Kay. Son regard est empli d'une amère préoccupation. Nous retrouvons d'ailleurs cette dernière dans une mauvaise situation. Elle fait face au colosse qui semble totalement hors de lui, détruisant tout sur son passage. Elle n'a d'autre recours que la fuite, mais ses pieds s'en mêlent soudainement dans les câbles électriques. Elle chute. Le guerrier aux lunettes rondes se jette sur elle, lui plaque la main droite sur le visage et commence à manifester le pouvoir. Kay crie de toutes ses forces. Son minot, exposé en négatif, exhibe une lancinante et funeste douleur. Le monstre est en transe. Il hurle, les joues calligraphiées par son sang dégoulinant. Mais il reçoit soudainement un impact en pleine épaule, ce qui le fait réagir. Le colonel poursuit ses tirs et le crible de balles. Il s'écroule à terre. Kaneda se rue vers son amie, la soutient, la nomme, mais cette dernière, le visage esquinté, est inconsciente, immobile. Le colosse semble alors se relever. Les jaunes le mordent du regard, apeurés. Le militaire se prépare à une deuxième salve, mais il s'effondrera de nouveau au sol, pour de bon cette fois-ci, exhibant sa musculature taraudée dans une image crue et nauséeuse. Le scientifique cherche ses lunettes. Des corps gisent de part et d'autre, un soldat de l'Empire vomit du sang, et le silence, enfin, domine pourtour du quartier général. Une vue aérienne sur la métropole en ruine révèle les derniers rayons du soleil, offrant une ombre portée encore inconnue à la planque d'Akira. Abachi sur le trône, le mutant somnole d'ailleurs profondément. Il est alors vêtu de son petit poncho. Voilà donc pour cette 10e vidéo consacrée à l'analyse d'Akira. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, comme toujours, ça fait très plaisir. Donc il faut savoir que l'écriture de la 11e vidéo est faite. Donc j'ai plus qu'à apporter les corrections, à faire le montage. Et donc je pense que la 11e vidéo sortira très prochainement. Voilà. Enfin encore une fois, merci beaucoup. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.